Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours de Howard Zinn, le chapitre 7, aussi longtemps que l'herbe poussera et que couleront les rivières. Si les femmes formaient, dans cette société régie par les hommes blancs les plus fortunés, le groupe dominé le plus intime et le plus proche de la sphère domestique, inscrit de fait dans la sphère domestique, les Indiens, eux, composaient le groupe le plus externe, le plus étranger à cette société. À la fois nécessaire et proche, les femmes subissaient moins la violence des hommes que leur paternalisme. Les Indiens, en revanche, dont on ne pouvait rien faire et qui représentaient même un obstacle, étaient les victimes de la force brutale des Blancs, même si le discours paternaliste précédait bien souvent l'incendie des villages. C'est ainsi que le déplacement des Indiens, euphémisme alors en usage, permit l'installation de populations blanches sur les terres situées entre les Appalaches et le Mississippi, pour le coton au sud, les céréales au nord, et plus généralement pour favoriser l'expansion, l'immigration, la construction de canaux, de lignes de chemin de fer, l'édification de nouvelles villes d'un empire continental gigantesque qui s'étendrait jusqu'au Pacifique. Le coût en vie humaine ne peut être estimé avec précision. Quant aux souffrances, elles sont purement et simplement incommensurables. La plupart des manuels d'histoire destinés aux enfants passent d'ailleurs rapidement sur tout cela. Ce sont les statistiques qui racontent le mieux cette histoire. Nous en trouvons dans Fathers and Children de Michael Roguin. En 1790, il y avait environ 3 900 000 Américains, dont la majeure partie vivait à moins de 80 km de l'océan Atlantique. En 1830, ils étaient 13 millions. En 1840, 4 500 000 personnes avaient déjà franchi les Appalaches pour rejoindre la vallée du Mississippi, gigantesque territoire traversé par les affluents du Mississippi, arrivant aussi bien de l'est que de l'ouest. En 1820, 120 000 Indiens vivaient à l'est du Mississippi. En 1844, ils n'étaient plus que 30 000. La plupart avaient été contraints de se déplacer vers l'ouest. La notion de contrainte ne peut néanmoins pas rendre compte de ce qu'il s'était réellement passé. Au cours de la guerre d'indépendance, presque toutes les nations indiennes de quelque importance avaient combattu aux côtés des Britanniques qui, une fois la paix conclue, rentrèrent chez eux. Mais les Indiens étaient chez eux et ils continuèrent de lutter pour défendre leurs terres contre les Américains de la frontière en menant des opérations de résistance parfaitement désespérées. Les milices de Washington, affaiblies par la guerre, ne parvenaient pas à les contenir. Devant les déroutes répétées des avant-gardes américaines, Washington entama une politique de conciliation. Son secrétaire à la guerre, Henry Knox, reconnaissait que, les Indiens étant les premiers occupants, jouissent du droit du sol. En 1791, son secrétaire d'État, Thomas Jefferson, affirmait quant à lui qu'on ne devait pas se confronter aux Indiens lorsqu'ils vivaient à l'intérieur d'un État et que le gouvernement devrait expulser les colons blancs qui tentaient de s'infiltrer sur leur territoire. Mais, à mesure que les Blancs progressaient vers l'ouest, la pression se fit de plus en plus forte sur le gouvernement fédéral. En 1800, quand Jefferson fut élu président, il y avait déjà 700 000 colons à l'ouest des Appalaches. Au nord, ils pénétrèrent en Ohio, dans l'Illinois et dans l'Indiana, et au sud en Alabama et au Mississippi. On y comptait à cette époque 8 blancs pour un Indien. Jefferson organisait déjà l'expulsion future des Creeks et des Cherokees de Géorgie. Sous le gouverneur William Henry Harrison, les agressions à l'encontre des Indiens s'accrurent dans le territoire de l'Indiana. En 1803, lorsque Jefferson doubla la superficie de la nation américaine en achetant la Louisiane à la France, repoussant ainsi la frontière des Appalaches jusqu'aux montagnes rocheuses à travers le Mississippi, il imaginait que les Indiens pourraient s'y installer. Il proposa donc au Congrès d'encourager les Indiens à s'établir sur des lopins de terre moins vastes pour s'y livrer à l'élevage et à l'agriculture. En outre, pensait-il, il fallait également les inciter à commercer avec les Blancs et à contracter des dettes qu'ils rembourseraient par la vente de lopins de terre. Deux mesures semblent absolument indispensables. D'abord encourager les Indiens à abandonner la chasse, puis multiplier les comptoirs de commerce sur leur territoire, les vouant ainsi à l'agriculture, à l'artisanat et à la civilisation. Ce discours de Jefferson est d'une importance cruciale.
Le déplacement des Indiens était nécessaire pour permettre l'ouverture de vastes territoires à l'agriculture, au commerce, au marché, à l'argent, bref, au développement d'une économie capitaliste moderne. La terre était au cœur de ce processus. Après la Révolution, de vastes étendues furent donc acquises par de riches spéculateurs fonciers, parmi lesquels George Washington et Patrick Henry eux-mêmes. En Caroline du Nord, des terres particulièrement riches appartenant aux Indiens Chickasaw furent mises en vente, bien que les Chickasaw eussent été parmi les rares tribus indiennes à avoir combattu aux côtés des révolutionnaires. De surcroît, il existait un traité qui leur garantissait la propriété de leurs terres. John Donelson, un arpenteur de l'État, réussit tout de même à s'en octroyer quelques 8000 hectares près de l'actuelle Chattanooga. En 1795, son gendre, Andrew Jackson, ne fit pas moins de 22 voyages aux environs de Nashville en vue d'acquérir des terres. Cet Andrew Jackson, spéculateur foncier, négociant et marchand d'esclaves, était surtout le plus farouche adversaire des Indiens que l'histoire de toute la jeune Amérique eût jamais connu. Il devint un véritable héros au cours de la guerre de 1812, qui ne fut pas, quoi qu'en disent les manuels d'histoire, un simple réflexe de survie de la part de la jeune nation face à l'agressivité des Anglais, mais une véritable guerre d'expansion vers la Floride, le Canada et les territoires indiens. Tecumseh, un chef Shawnee et orateur remarquable, tenta de coaliser les Indiens contre l'invasion des Blancs. La seule et unique façon pour les hommes rouges de contenir et de stopper le mal est de s'unir pour revendiquer un droit commun et équitable à posséder la terre, comme cela était à l'origine et devrait encore être, car la terre n'a jamais été divisée et appartient à tous pour l'usage de chacun. Nul n'aura le droit de la vendre, pas même à son frère rouge et encore moins aux Blancs qui veulent tout et n'abandonneront pas. Furieux de la cession d'une vaste étendue de terre par certains Indiens qui s'étaient laissés influencer, Tecumseh organisa en 1811 un regroupement de 5000 Indiens sur les rives de la Tallapoosa River, Alabama, au cours duquel il fit cette déclaration. Que périsse la race blanche! Ils ont pris vos terres, ils corrompent vos femmes, ils piétinent les cendres de vos morts. Nous devons les reconduire chez eux par la piste du sang. Les Creeks, qui occupaient la majeure partie de la Géorgie, de l'Alabama et du Mississippi, restaient néanmoins divisés. Les uns, pour vivre en paix, souhaitaient adopter la civilisation des Blancs. Les autres, appelés bâtons rouges, défendaient leurs terres et leur culture. En 1813, ils massacrèrent 250 personnes à Fort Mims. En représailles, les troupes de Jackson incendièrent un village creek, tuant hommes, femmes et enfants. Jackson eut alors recours à une stratégie de récompense en terre et en butin. Si un groupe de Creeks ou de Cherokees et amis, ou même des Blancs, s'emparent de biens appartenant aux bâtons rouges, ces biens appartiennent à ceux qui les ont pris. Les hommes que Jackson commandait n'étaient pas tous très enthousiastes à l'idée de combattre. Il y eut des mutineries. Les soldats étaient affamés, leur temps de service était bien souvent arrivé à son terme, ils étaient épuisés et désiraient rentrer chez eux. Jackson écrivait à sa femme au sujet de ces hommes autrefois courageux et patriotes qui sombraient dans la plainte, les gémissements, la sédition et la mutinerie. Lorsqu'un jeune soldat de 17 ans qui avait refusé de faire la vaisselle et menacé son supérieur avec un fusil fut condamné à mort, Jackson refusa de commuer sa peine et ordonna son exécution. Puis il s'éloigna hors de portée des détonations du peloton d'exécution. C'est en 1814, au cours de la bataille de Horseshoe Bend contre 1 millier de Creeks, que Jackson devint un héros national. Cette bataille fit près de 800 morts parmi les Indiens et un petit nombre seulement du côté américain. Les attaques frontales des troupes blanches avaient pourtant échoué à plusieurs reprises contre les Creeks. Ce sont les Cherokees qui accompagnaient Jackson après qu'on leur eut promis l'amitié du gouvernement s'ils se joignaient à cette guerre, qui traversèrent la rivière à la nage, prirent les Creeks à revers et gagnèrent la bataille pour Jackson. Quand la guerre cessa, Jackson et ses amis commencèrent à acheter les terres confisquées aux Creeks. Jackson lui-même fut chargé de la négociation et concocta un traité qui confisquait la moitié du territoire de la nation Creek. Roguin affirme qu'il s'agissait de la plus importante cession de terres indiennes au sud du territoire américain. Le traité confisquait aussi bien les terres des alliés Creeks de Jackson que celles des Creeks qu'il avait combattus. Lorsque Big Warrior, le chef des Creeks alliés, protesta, Jackson lui répondit :
Les États-Unis auraient été soutenus par le Grand Esprit même s'ils avaient confisqué toutes les terres de votre nation. Écoutez, la vérité c'est que l'ensemble des chefs et des guerriers Creeks ne respectent pas la puissance des États-Unis. Ils pensaient que nous étions une nation insignifiante et que les Britanniques nous écraseraient. Ils étaient gras d'avoir mangé trop de bisons. Ils avaient besoin d'une punition. Dans ce genre de cas, nous saignons nos ennemis pour qu'ils reviennent à la raison. Selon Roguin, Jackson a conquis le meilleur du territoire Creek qui devait assurer la prospérité du sud-ouest américain. Il avait fourni à l'Empire du coton en plein essor, un vaste et riche territoire. Ouverture d'une parenthèse. Le sud-ouest des États-Unis de l'époque, dont la frontière correspond approximativement au Mississippi. Fermeture de la parenthèse. Ce traité de 1814 avec les Creeks inaugurait quelque chose de nouveau et de primordial. Il accordait aux Indiens des droits individuels de propriété foncière, les distinguant les uns des autres, disloquant la propriété commune de la terre, donnant des terres aux uns et abandonnant les autres dans le plus grand dénuement. Bref, il introduisait cet esprit de compétition et d'intrigue caractéristique de l'esprit capitaliste occidental. De 1814 à 1824, par une série de traités signés avec les Indiens du Sud, les Blancs s'approprièrent les 3/4 de l'Alabama et de la Floride, un tiers du Tennessee, un 5e de la Géorgie et du Mississippi, ainsi que certaines régions du Kentucky et de la Caroline du Nord. Jackson joua un rôle majeur dans la ratification de ces traités. Selon Roguin, ses parents et amis se virent confier des postes de premier plan. Officier du Bureau des Affaires indiennes, négociant, responsable de l'application des traités, contrôleur et spéculateur foncier. Jackson lui-même a expliqué comment ces traités étaient élaborés. Nous nous adressions d'emblée aux passions dominantes et décisives des Indiens, c'est-à-dire l'avarice ou la peur. Ils encourageaient les Blancs à s'installer sur les territoires des Indiens, puis annonçaient à ces derniers que le gouvernement ne pouvait pas expulser les nouveaux venus. Il valait mieux dès lors renoncer à ces terrains plutôt que risquer d'être massacrés. Jackson pratiquait la corruption à grande échelle, nous dit Roguin. Ces traités et ces saisies de terres jetèrent les bases de l'empire du coton, les plantations esclavagistes. À chaque fois qu'un traité était signé qui expulsait les Creeks d'une région vers une autre et leur promettait la sécurité sur leurs nouvelles terres, les Blancs venaient s'y installer également et les Creeks devaient alors signer un nouveau traité qui garantissait de nouveau leur sécurité ailleurs en échange de nouvelles terres. Ce travail de Jackson permit d'étendre les installations de populations blanches jusqu'à la frontière avec la Floride espagnole. Là, elles se heurtèrent aux communautés d'Indiens séminoles que des réfugiés bâtons rouges avaient rejoints et que les agents britanniques soutenaient dans leur résistance aux Américains. Comme d'habitude, des colons blancs s'installèrent sur les terres des Indiens. Ces derniers les attaquèrent. Des crimes atroces furent commis dans les deux camps. Lorsque les villages refusaient de livrer des individus accusés d'avoir assassiné des Blancs, Jackson ordonnait leur destruction complète. Autre provocation de la part de Séminoles. Des esclaves noirs en fuite trouvaient régulièrement refuge chez eux. Les Séminoles eux-mêmes achetaient ou capturaient fréquemment des esclaves noirs. Mais leur mode d'esclavage s'apparentait davantage à l'esclavage africain qu'à celui des plantations de coton. Les esclaves vivaient d'ordinaire dans leur propre village et leurs enfants étaient souvent affranchis. Les mariages mixtes n'étant pas rares, il y eut assez rapidement des villages indiens à population métissée. Les propriétaires esclavagistes du Sud s'en scandalisaient d'autant plus qu'ils voyaient là une véritable tentation pour leurs propres esclaves avides de liberté. Jackson commença donc à lancer des raids sur la Floride espagnole sous prétexte qu'elle servait de sanctuaire aux esclaves en fuite et aux bandes d'Indiens insoumis. Selon lui, la Floride était absolument nécessaire à la sécurité des États-Unis, préambule classique à toutes les guerres de conquête. Ainsi commença, en 1818, la guerre contre les Séminoles, qui allait conduire à l'acquisition de la Floride par les États-Unis. Les cartes scolaires mentionnent l'acquisition de la Floride en 1819. Cette acquisition fut, en réalité, le résultat d'une véritable campagne militaire menée par Andrew Jackson de l'autre côté de la frontière américaine. Il y incendia les villages séminoles et s'empara des places fortes espagnoles. L'Espagne fut finalement persuadée de vendre la Floride et Jackson continua de prétendre qu'il agissait selon les lois immuables de la légitime défense.
Devenu gouverneur du territoire de Floride, Jackson était particulièrement bien placé pour promouvoir les affaires de ses amis et parents. Il conseilla à l'un de ses neveux de s'accrocher à sa propriété de Pensacola et à un ami, chirurgien militaire, d'acheter autant d'esclaves que possible, car les prix allaient bientôt monter. Après avoir abandonné ses fonctions militaires, Jackson continua de conseiller les officiers sur le moyen de parer à la désertion croissante, les blancs pauvres, même les plus décidés à donner leur vie pour la cause, s'étant assez rapidement rendu compte que les bénéfices en revenaient aux riches. Il suggéra le fouet pour les 2 premières tentatives de désertion et l'exécution pure et simple pour la 3e. Les principaux ouvrages portant sur la période jacksonienne écrits par le respectable historien entre parenthèses The Age of Jackson d'Arthur Schlesinger et The Jacksonian Persuasion de Marvin Meyers ne traitent pas de la politique indienne de Jackson. On y trouve en revanche nombre de développements sur les tarifs douaniers, la banque, la rhétorique politique et la vie des partis. Si on fait un rapide tour d'horizon des manuels scolaires des collèges et du primaire, on découvre un Jackson héros de la frontière, soldat démocrate, homme du peuple, rien sur le propriétaire esclavagiste, le spéculateur foncier, l'exécuteur de soldats séditieux ou l'exterminateur d'Indiens. Il ne s'agit pas de jugement rétrospectif. Les faits parlent d'eux-mêmes. Dès que Jackson devint président en 1829, à la suite de Jefferson, Madison, Monroe et John Quincy Adams, le décret sur le déplacement des Indiens fut soumis au Congrès. Il était alors considéré comme une mesure essentielle de l'administration Jackson et comme la question la plus importante jamais présentée devant le Congrès en dehors des guerres et des traités de paix. Si les 2 partis politiques en présence, les démocrates et les Whigs, divergeaient sur les tarifs douaniers et sur les banques, ils s'accordaient en revanche sur les questions cruciales des blancs pauvres, des esclaves et des Indiens, même si Jackson faisait figure de héros pour certains travailleurs blancs en raison de son opposition à la banque des riches. Ouverture d'une parenthèse, Andrew Jackson refusait de renouveler la charte de la Banque des États-Unis au profit de la création de multiples banques locales. Fermeture de la parenthèse. Sous la présidence de Jackson, puis sous celle de l'homme qu'il choisit pour lui succéder, Martin Van Buren, 70 000 Indiens de l'est du Mississippi furent contraints de se déplacer vers l'ouest. Dans le nord du pays, ils étaient moins nombreux, la confédération iroquoise de l'État de New York n'eut pas à s'expatrier. Les Fox et les Sacs de l'Illinois furent en revanche déplacés après la guerre de Black Hawk, entre parenthèses à laquelle Abraham Lincoln participa en tant qu'officier sans toutefois prendre part au combat. Quand le chef Black Hawk fut vaincu et capturé en 1832, il fit un discours de reddition. « J'ai combattu bravement, mais vos fusils étaient bien dirigés. Les balles volaient à travers les airs comme des oiseaux et sifflaient à nos oreilles comme le vent d'hiver à travers les arbres. Mes guerriers sont tombés autour de moi. Un soleil noir s'est levé sur nous au matin, puis a plongé le soir venu derrière un nuage sombre ressemblant à une boule de feu. C'est le dernier soleil qui brillera sur Black Hawk. Il est maintenant prisonnier des hommes blancs. Il n'a rien fait dont un Indien puisse avoir honte. Il s'est battu pour ses semblables, les squaws et les papous, contre les hommes blancs qui venaient, année après année, pour les tromper et s'emparer de leurs terres. Vous savez les raisons pour lesquelles nous vous avons fait la guerre. Tous les hommes blancs les savent et ils devraient en avoir honte. Les Indiens ne sont pas malhonnêtes. Les hommes blancs disent des mensonges sur l'Indien et le considèrent avec mépris. Mais l'Indien ne ment pas et l'Indien ne vole pas. Un Indien qui serait aussi mauvais que les hommes blancs ne pourrait pas vivre parmi nous. Il serait mis à mort et dévoré par les loups. Les hommes blancs sont de mauvais maîtres d'école. Ils apportent des livres, menteurs et agissent mal. Ils sourient au pauvre Indien dans le seul but de le tromper. Ils lui secouent les mains pour lui donner confiance, pour le faire boire, pour le tromper et soudoyer nos femmes. Nous leur avons dit de nous laisser, de se tenir éloignés, mais ils ont continué, nous ont harcelés. Ils se sont installés parmi nous comme le serpent. Ils nous ont empoisonnés par leur simple contact. Nous n'étions plus en sécurité. Nous vivions dans la crainte. Nous étions en train de devenir comme eux, hypocrites et menteurs, adultères et paresseux, toujours à bavarder sans jamais travailler. Les hommes blancs ne scalpent pas, mais ils font pire encore. Ils empoisonnent les cœurs. Adieu ma nation.
Adieu à Black Hawk. L'amertume de Black Hawk résulte en partie de la manière dont il avait été capturé. Sans soutien dans sa lutte contre les Blancs, voyant ses compagnons mourir de faim et être chassés, puis poursuivis de l'autre côté du Mississippi, Black Hawk brandit le drapeau blanc. Le commandant des troupes américaines déclara par la suite: « Comme nous nous approchions, il agitait un drapeau blanc et se comportait de manière à nous faire oublier notre objectif. Mais ce n'est pas au vieux singe. » Les soldats firent feu, tuant femmes, enfants et guerriers. Black Hawk parvint à s'enfuir, mais fut finalement capturé par des Sioux à la solde de l'armée américaine. Un agent du gouvernement déclara alors aux Indiens, Sac et Fox, que le grand-père ne le supporterait plus. Il a essayé de les réformer, mais ils sont devenus pires encore. Il est résolu à les effacer de la surface de la terre. S'ils ne peuvent pas devenir bons, ils doivent être tués. Le déplacement des Indiens fut justifié en ces termes par Lewis Cass, secrétaire à la guerre, gouverneur des territoires du Michigan, ambassadeur en France et candidat à la présidence. Le principe de perfection progressive semble inhérent à la nature humaine. Nous luttons tous, dans la longue carrière de la vie, pour acquérir abondance d'honneur, de pouvoir ou tout autre objet dont la possession servira à la satisfaction des désirs nés de notre imagination. La somme de ces efforts garantit le progrès de la société. Il semble, cependant, que rien ou presque de tout cela ne soit dans la nature de nos sauvages. Honoré par ses pairs, Harvard le nomma docteur honoris causa de droit en 1836, au plus fort du déplacement des Indiens. Lewis Cass, aussi pompeux que prétentieux, se prétendait expert en matière d'Indiens. Il fit pourtant systématiquement preuve, selon Richard Drinon, entre parenthèses Violence in American Experience, Winning the West, d'une fort remarquable ignorance de la vie indienne. En tant que gouverneur des territoires du Michigan, Cass s'empara par traité de centaines de milliers d'hectares appartenant aux Indiens. Nous devons régulièrement défendre leurs intérêts contre leur propre inclination, affirmait-il. Dans un article publié dans la North American Review en 1830, il justifiait le déplacement des Indiens, affirmant qu'il ne fallait pas regretter les progrès et les transformations de la civilisation ou le triomphe des arts et de l'industrie par lesquels ces contrées ont été mises en valeur et grâce auxquelles la liberté, la religion et la science y étendent désormais leur influence. Il aurait souhaité que tout cela se fût accompli au prix de sacrifices moindres et que la population indigène s'adaptât au changement inévitable de la condition. Mais cet espoir est vain. Un peuple barbare, dépendant pour sa subsistance des produits aussi chiches que précaires de la chasse, ne peut survivre au contact d'une communauté civilisée. En 1969, Richard Drinon reconnaît dans ses propos tous les arguments indispensables à la justification de la destruction des villages et du déracinement des indigènes, qu'ils soient Cherokees, Séminoles ou plus tard Cheyennes, Philippins et Vietnamiens. Lors de la négociation d'un traité avec les Shawnees et les Cherokees, Cass promit que, si les Indiens acceptaient au moins de s'installer sur un nouveau territoire de l'autre côté du Mississippi, les États-Unis ne leur prendraient jamais cette nouvelle terre. « Je le promets, continuait-il, au nom de votre père, le président. Ce pays est confié aux Rouges afin qu'ils en jouissent à jamais, et après eux, les enfants de leurs enfants. » Le propriétaire de la North American Review lui dit que son projet ne faisait que retarder le destin fatal des Indiens. Dans 50 ans, leurs conditions de vie de l'autre côté du Mississippi seront exactement les mêmes qu'aujourd'hui de ce côté-ci. Leur extinction est inévitable. Comme le fait remarquer Drinon, Cass ne discuta pas de ce sujet et fit publier son article tel quel. Tout dans l'héritage culturel des Indiens militait contre l'abandon des terres. Un conseil des Creeks, à qui l'on offrait de l'argent en échange de leurs terres, se conclut ainsi. Nous n'accepterons pas d'argent pour une terre au sein de laquelle nos pères et nos amis sont enterrés. Un vieux chef, Choctaw, déclarait pour sa part, des années auparavant, en réponse à une proposition de déplacement faite par le président Monroe. Je suis désolé de ne pouvoir accepter la demande de mon père. Nous désirons demeurer ici où nous avons grandi comme l'herbe des bois,
et ne souhaitons pas être transplantés sur un autre sol. Un chef séminole avait également déclaré à John Quincy Adams: « C'est ici que nos cordons ombilicaux ont été tranchés et que leur sang s'est répandu sur la terre, nous rendant ce pays d'autant plus cher. » Tous les Indiens n'acceptaient pas les termes d'enfant ou de père qui qualifiaient leur relation avec le président américain. On raconte que lorsque Tecumseh rencontra William Henry Harrison, adversaire des Indiens et futur président, l'interprète lui dit que son père le priait de prendre un siège. Tecumseh s'emporta. « Mon père, le soleil est mon père, et la terre ma mère, et je reposerai en son sein. » Dès que Jackson fut élu président, la Géorgie, l'Alabama et le Mississippi se dotèrent de lois qui étendaient les prérogatives des États sur les Indiens habitant leur territoire. Ces lois ne reconnaissaient plus la tribu comme unité légale, interdisaient les conseils de tribu, supprimaient les pouvoirs des chefs et imposaient aux Indiens les obligations militaires et les taxes locales, tout en leur refusant le droit de vote, celui de s'habiller à l'européenne et de témoigner devant une cour de justice. Les terres indiennes étaient divisées en parcelles afin d'être redistribuées par lot. Enfin, les Blancs étaient encouragés à s'installer sur les territoires indiens. Pourtant, c'était au Congrès, et non aux États, que les lois et les traités fédéraux donnaient autorité sur les tribus. La loi sur le commerce et les relations avec les Indiens, votée par le Congrès en 1802, spécifiait que toute cession de territoire devait se faire par l'intermédiaire de traités signés avec les tribus et que la loi fédérale s'appliquait sur tout le territoire indien. Mais Jackson passa outre et favorisa l'activité des États. Nous avons là une parfaite illustration de l'usage habituel du système fédéral américain. Selon les cas, la faute peut être mise sur le dos des États ou sur cette entité plus floue encore, cette mystérieuse loi devant laquelle tout homme, aussi compréhensif soit-il à l'égard des Indiens, ne pouvait que s'incliner. Comme le secrétaire d'État à la guerre, John Eaton, l'expliquait si bien aux Creeks de l'Alabama, entre parenthèses, Alabama signifie « ici nous pouvons rester ». Ce n'est pas votre père qui fait cela, mais les lois de ce pays, qu'il doit, comme tout un chacun, respecter. La stratégie était désormais parfaitement au point. Les Indiens ne seraient pas contraints d'aller vers l'ouest. Mais s'ils choisissaient de rester, ils devraient se soumettre aux lois des États qui niaient leurs droits, tant tribaux qu'individuels, et faisaient d'eux les victimes d'un perpétuel acharnement et de l'invasion permanente des colons blancs convoitant leurs terres. S'ils partaient, en revanche, le gouvernement fédéral leur apporterait un soutien financier et leur promettait des terres sur l'autre rive du Mississippi. Jackson fit lire par l'un des officiers chargés de négocier avec les Choctaws et les Cherokees la déclaration suivante. « Dites à mes enfants rouges, les Choctaws, ainsi qu'à mes autres enfants, les Chickasaws, de bien comprendre ceci. Mes enfants blancs du Mississippi ont étendu leurs lois sur leur pays. Dites-leur que, là où ils sont, leur père ne peut pas les protéger des lois de l'État du Mississippi. Le gouvernement fédéral sera obligé de soutenir les États dans l'exercice de leurs prérogatives. Dites aux chefs et aux guerriers que je suis leur ami, que je souhaite me conduire en ami, mais qu'ils doivent, en quittant les États du Mississippi et de l'Alabama, et en s'installant sur les terres que je leur offre, me permettre de les aider. Là, une fois qu'ils sont sortis des frontières des États existants et en possession de leurs propres terres, dont ils pourront jouir aussi longtemps que l'herbe poussera et que couleront les rivières, je les protège, les protégerai et resterai leur ami et leur père. » L'expression « aussi longtemps que l'herbe poussera et que couleront les rivières » devait résonner amèrement dans les mémoires de nombreuses générations d'Indiens. Un GI d'origine indienne, vétéran du Vietnam, témoignant un jour non seulement des horreurs de la guerre mais aussi des mauvais traitements qu'il y avait endurés en tant qu'Indien, rappela cette promesse avant d'éclater en sanglots. En 1829, lorsque Jackson devint président, on venait de découvrir de l'or sur le territoire Cherokee de Géorgie. Des milliers de Blancs envahirent et ravagèrent les propriétés indiennes, alléguant certains droits. Jackson ordonna aux troupes fédérales de les expulser, mais, dans le même temps, interdit aux Indiens comme aux Blancs de prospecter l'or. Ensuite, il retira les troupes. Les Blancs revinrent et Jackson déclara qu'il ne pouvait contrecarrer les autorités de l'État de Géorgie. Les envahisseurs blancs se saisirent des terres et des troupeaux,
forcèrent les Indiens à signer des baux, rouèrent de coups ceux qui protestaient, vendirent de l'alcool pour affaiblir les résistances et tuèrent le gibier dont ils avaient besoin pour se nourrir. Faire porter toute la responsabilité sur la foule des Blancs serait cependant passer sous silence, selon Roguin, le rôle essentiel des intérêts financiers des planteurs et des décisions politiques prises par le gouvernement. La faim, le whisky et les agressions militaires enclenchèrent un processus de désintégration des tribus. La violence entre Indiens s'accrut dramatiquement. Les traités mensongers ou signés sous la pression fragmentèrent les terres collectives des Creeks, Choctaws et autres Chickasaws en autant de petites propriétés individuelles à la merci des entrepreneurs, des spéculateurs fonciers et des politiciens. Les Chickasaws vendirent individuellement leurs terres à un très bon prix et s'en allèrent vers l'ouest sans trop subir de violence. Les Creeks et les Choctaws, en revanche, s'installèrent sur leurs parcelles individuelles où un grand nombre d'entre eux furent escroqués par les spéculateurs fonciers. Au dire même du président d'une banque géorgienne, par ailleurs actionnaire d'une compagnie foncière. Le vol était à l'ordre du jour. Les Indiens en appelèrent à Washington. Lewis Cass leur fit répondre que les citoyens américains étaient disposés à acheter et les Indiens à vendre. Les dispositions prises en conséquence pour le paiement de ces ventes semblent échapper à l'autorité du gouvernement. La conduite imprévoyante de l'Indien ne peut pas être sujette à réglementation. S'ils jettent cet argent par les fenêtres, ce qu'ils font bien trop souvent, c'est profondément regrettable, certes, mais il s'agit d'un droit que leur confère le traité. Les Creeks, dessaisis de leurs terres, à court d'argent et de nourriture, refusèrent de partir vers l'ouest. Affamés, certains lancèrent des raids contre les fermes des Blancs tandis que la milice géorgienne et les colons blancs attaquaient les campements indiens. C'est ainsi que débuta la Seconde Guerre contre les Creeks. Un journal d'Alabama, qui soutenait la cause indienne, affirma que la guerre contre les Creeks est une vaste fumisterie. Il s'agit, au fond, d'un plan diabolique conçu par des hommes cupides pour empêcher une race ignorante de jouir de ses justes droits et la priver des maigres revenus qu'on lui a concédés. Un Creek plus que centenaire, nommé Speckled Snake, réagit en ces termes à la politique de déplacement mise en œuvre par Jackson. Frère, j'ai entendu bien des discours de notre grand-père blanc. Quand il est arrivé d'au-delà des grandes eaux, il n'était qu'un petit homme, un tout petit homme. Ses jambes lui faisaient mal d'avoir été assis si longtemps dans son grand bateau, et il mangeait un peu d'aide pour lui allumer son feu. Mais quand l'homme blanc se fut réchauffé au feu des Indiens et nourri de leur bouillie de maïs, il devint très grand. En un seul pas, il enjambait les montagnes et ses pieds couvraient les plaines et les vallées. Ses mains se saisissaient des mers de l'Est et de l'Ouest, tandis que sa tête reposait sur la lune. Alors il devint notre grand-père. Il aimait ses enfants rouges et leur disait « Allez vous mettre un peu plus loin, de crainte que je ne vous écrase. » Frère, j'ai entendu bien des discours de notre grand-père, et ils commencent et se finissent toujours ainsi. Allez vous mettre un peu plus loin, vous êtes trop près. Dans son livre The Disinherited, Dal Van Avery résume ce que le déplacement signifiait pour les Indiens. Dans la longue histoire des méfaits de l'homme, l'exil a tiré des cris d'angoisse à bien des peuples. Néanmoins, il n'a jamais eu d'effet plus terrible que sur les Indiens de l'Est américain. L'Indien était particulièrement réceptif à l'aspect sensoriel du moindre élément naturel de son environnement. Il vivait à l'air libre. Il connaissait tous les marais, toutes les clairières, toutes les collines, rochers, torrents, ruisseaux, comme seul un chasseur peut le faire. Il n'a jamais jugé le principe de la propriété privée de la terre plus raisonnable que celui de la propriété privée de l'air, mais il aimait cette terre avec une émotion plus profonde que celle de n'importe quel propriétaire. Il se considérait lui-même comme lui appartenant, au même titre que les rochers et les arbres, les mammifères et les oiseaux. Sa patrie, c'était la terre sacrée, sanctifiée comme dépositaire des restes de ses ancêtres et sanctuaire naturel de sa religion. Il pensait que les cascades et les crêtes, les nuages et les brumes, les vallons et les prairies étaient habités par des myriades d'esprits avec lesquels il communiquait quotidiennement. Il appartenait à cette contrée de forêts, de lacs et de ruisseaux battus par la pluie et à laquelle il était lié par les coutumes de ses aïeux et ses propres aspirations spirituelles. Mais il en fut expulsé vers les plaines rases et arides de l'Ouest lointain. Une région désolée, universellement connue alors sous le nom
de grands déserts américains. Selon Van Henry, dans les années 1820, juste avant que Jackson n'accède à la présidence et après la guerre contre les Creeks, les Indiens du Sud et les Blancs s'étaient souvent installés à proximité les uns des autres et vivaient plutôt pacifiquement dans un environnement naturel qui semblait suffire à subvenir aux besoins de tous. Ils commençaient à partager des problèmes communs. Une certaine familiarité se développait. Les Blancs étaient autorisés à visiter les communautés indiennes et les Indiens étaient souvent reçus chez les Blancs. Des individus vivant sur la frontière, tels Davy Crockett et Sam Houston, étaient issus de cet environnement et nombre d'entre eux, à l'inverse de Jackson, devinrent des amis fidèles des Indiens. Les pressions qui conduisirent au déplacement ne furent pas le fait, Van Henry insiste sur ce point, de ces Blancs pauvres de la frontière qui voisinaient avec les Indiens. Elles accompagnèrent en réalité l'industrialisation et le commerce, la croissance démographique, l'essor du chemin de fer et des villes, la hausse de la valeur de la terre et la cupidité des hommes d'affaires. Les leaders des partis politiques et les spéculateurs fonciers manipulaient l'agitation grandissante. La presse et la religion excitaient la frénésie. Cette frénésie devait entraîner la mort ou l'exil pour les Indiens, l'enrichissement pour les spéculateurs fonciers et un pouvoir accru pour les politiciens. Quant aux Blancs, pauvres de la frontière, ils n'étaient qu'un pion utilisé dans les premiers engagements violents et sacrifié ensuite. Les Cherokees avaient déjà volontairement migré vers l'ouest à 3 reprises pour rejoindre les magnifiques régions boisées de l'Arkansas, mais presque immédiatement, ils se trouvèrent là aussi cernés et envahis par les colons, les chasseurs et les trappeurs blancs. Ces Cherokees de l'ouest durent alors se déplacer encore plus à l'ouest, mais cette fois vers des terres arides, trop peu fertiles pour intéresser les Blancs. Le traité signé en 1828 entre ces populations indiennes et le gouvernement fédéral stipule qu'il s'agit d'un territoire permanent, qui, les États-Unis le promettent solennellement, sera et restera leur pour toujours. Un mensonge de plus, évidemment. La situation lamentable des Cherokees de l'Ouest fut bientôt connue des 3/4 des Cherokees restés sur leurs terres à l'Est, où ils subissaient la pression des Blancs qui souhaitaient leur départ. Cernés par 900 000 Blancs, les 17 000 Cherokees de Géorgie, du Tennessee et de l'Alabama décidèrent que la survie passait par une adaptation à la société des Blancs. Ils se firent fermiers, forgerons, charpentiers, maçons et même propriétaires. Un recensement de 1826 fait état de 22 000 têtes de bétail, 7 600 chevaux, 46 000 porcs, 726 métiers à tisser, 2 488 rouets, 172 chariots, 2 943 charrues, 10 scieries, 31 moulins à grains, 62 forges, 8 machines à filer le coton et 18 écoles. La langue cherokee, profondément poétique, métaphorique, merveilleusement expressive et scandée par la danse, le spectacle et les rituels, reposait depuis toujours sur le mélange de l'oral et du gestuel. Sequoyah, le chef des Cherokees, inventa une langue écrite que des milliers d'entre eux apprirent. Le tout jeune conseil législatif des Cherokees vota l'acquisition d'une presse d'imprimerie et le 21 février 1828 parut le premier exemplaire du Cherokee Phoenix, imprimé à la fois en anglais et en cherokee. Les Cherokees n'avaient jamais eu, comme la plupart des tribus indiennes, de gouvernement institué. Selon Van Henry, le principe fondateur du gouvernement indien avait toujours été le rejet de tout gouvernement. La liberté de l'individu était considérée par pratiquement tous les Indiens au nord du Mexique comme un attribut infiniment plus précieux que les devoirs de l'individu à l'égard de sa communauté ou de sa nation. Cette attitude de type anarchiste induisait tout leur comportement, à commencer par la plus petite unité sociale, la famille. Les parents indiens éprouvaient une réticence instinctive à discipliner les enfants. Toute expression de libre choix et de volonté de la part de ces derniers était reçue comme un signe positif du développement de leur personnalité. Il existait bien, occasionnellement, des réunions de conseil dont la composition était à la fois souple et fluctuante et dont les décisions ne s'imposaient qu'avec l'accord de l'opinion générale. Un pasteur de l'église morave, qui vécut parmi eux, observant leur société, écrivait :
C'est ainsi que s'est maintenu à travers les âges, sans convulsions et sans discorde civile, ce gouvernement traditionnel dont le monde n'offre peut-être pas d'autre exemple. Un gouvernement dans lequel il n'existe pas, à proprement parler, de loi, mais seulement des us et coutumes établis depuis longtemps. Ni code, ni jurisprudence, mais l'expérience née du passé. Pas de magistrats non plus, mais des conseillers auxquels, néanmoins, le peuple voue une obéissance implicite mais volontaire. Un gouvernement, enfin, dans lequel l'âge confère le rang, la sagesse, le pouvoir et la rectitude morale l'assurance du respect général. Sous la pression de la société blanche, tout cela se mit à évoluer. Les Cherokees commencèrent même à imiter la société esclavagiste qui les entourait. Ils finirent par posséder plus d'1 millier d'esclaves. Ils ralliaient cette civilisation dans l'homme blanc par les temps, fournissant ce que Van Henry qualifie de prodigieux efforts pour s'attacher la bienveillance des Américains. Ils allèrent même jusqu'à accueillir les missionnaires et la religion chrétienne. Cependant, rien de tout cela ne put endiguer la convoitise que suscitait la terre sur laquelle ils vivaient. Le discours que Jackson adressa au Congrès en 1829 explicitait merveilleusement sa position. J'annonce aux Indiens qui habitent certaines régions de Géorgie et d'Alabama que leur tentative d'établir un gouvernement indépendant ne saurait satisfaire l'exécutif américain. Aussi, je leur conseille d'émigrer de l'autre côté du Mississippi ou de se soumettre à la législation de leurs États. Le Congrès s'empressa de voter un décret de déplacement. Il existait quelques défenseurs de la cause indienne. Le plus éloquent sans doute fut le sénateur Theodore Frelinghuysen du New Jersey, qui lors du débat sur le déplacement au Sénat s'étonnait que, après avoir chassé les tribus de leurs forêts autrefois sans limite et les avoir entassées sur quelques misérables arpents de terre au sud de notre frontière, notre insatiable avidité de sangsue continue de nous faire hurler. Encore, encore. Monsieur, le respect que nous devons à la justice dépendrait-il de la couleur de la peau? Le Nord était assez largement opposé au décret de déplacement. Le Sud y était favorable. Le décret fut voté à la Chambre des représentants par 102 voix pour et 97 contre. Il passa également de justesse au Sénat. Si le texte ne mentionnait pas l'usage de la force, il indiquait cependant qu'il fallait aider les Indiens à partir. Ce qui impliquait en réalité que s'ils ne partaient pas, ils seraient abandonnés sans protection, sans argent et à la merci des États. Lorsque le décret de déplacement fut voté, les tribus, les unes après les autres, firent l'objet de pressions. Les Choctaws refusaient de partir, mais 50 de leurs délégués ayant accepté de l'argent ou des terres, le traité de Dancing Rabbit Creek fut finalement signé. Les terres Choctaws à l'est du Mississippi furent cédées aux États-Unis en échange d'une aide financière pour le départ, d'indemnités pour les propriétés abandonnées, de nourriture pour la première année passée sur leur nouvelle terre et de la garantie qu'on ne leur demanderait plus jamais de s'expatrier. La pression s'accrut irrésistiblement sur les 20 000 Choctaws du Mississippi qui pour la plupart détestaient ce traité. Les Blancs, parmi lesquels des marchands d'alcool et de nombreux escrocs, se mirent à fourmiller sur leurs terres. L'État votant en outre une loi interdisant à tout Choctaw d'essayer d'en convaincre un autre sur la question du déplacement. Fin 1831. 13 000 Choctaws commencèrent leur interminable périple vers les paysages et le climat inconnus de l'Ouest. Surveillés par les gardes, poussés par les agents, harcelés par les fournisseurs, ils étaient convoyés contre leur gré vers une destination inconnue, tel un troupeau de moutons malades. Ils cheminaient dans des chars à bœuf, à cheval, à pied, puis ils furent transportés sur l'autre rive du Mississippi. L'armée, supposée organiser leur trajet, sous-traita cette tâche à des fournisseurs privés qui se firent payer le plus possible par le gouvernement en redistribuant le moins possible aux Indiens. Tout était parfaitement désorganisé. La nourriture disparaissait et la famine survint. Van Henry explique que les interminables et sombres colonnes de chariots grinçants tirés par les bœufs, les troupeaux poussés en avant et les foules éparses allant à pied étaient entraînés vers l'ouest à travers marais et forêts, rivières et collines en un périple harassant qui les conduisait des plaines luxuriantes du golfe du Mexique vers les plaines arides de l'ouest. En une sorte de spasme final, l'un des derniers vestiges du monde indien originel était dispersé et ses restes
expirant, venaient s'entasser avec armes et bagages dans un monde nouveau, parfaitement étranger. Le premier hiver de la migration, extrêmement rude, vit de nombreux Indiens mourir de pneumonie. À l'été, une grave épidémie de choléra frappa le Mississippi et tua plusieurs milliers d'Indiens. Les 7000 Choctaws, qui n'étaient pas encore partis vers l'ouest, préférant la sujétion à la mort, décidèrent de ne pas bouger. Nombre de leurs descendants vivent encore dans l'État du Mississippi. Pour leur part, les Cherokees étaient confrontés à un ensemble de lois votées par l'État de Géorgie. Leurs terres étaient confisquées, leur gouvernement aboli et tout rassemblement interdit. Ceux d'entre eux qui déconseillaient aux autres de partir étaient emprisonnés. De plus, ils ne pouvaient pas témoigner devant les tribunaux contre des Blancs et n'avaient pas le droit d'exploiter l'or récemment découvert sur leurs terres. Une délégation de Cherokees ayant protesté auprès du gouvernement fédéral reçut de John Eaton, nouveau secrétaire à la guerre du président Jackson, la réponse suivante. « Si vous allez vers le soleil couchant, alors vous serez heureux. Là-bas vous pourrez vivre en paix et dans la tranquillité. Tant que les rivières couleront et que grandiront les chênes, nous vous garantissons que ce pays sera le vôtre et qu'aucun blanc ne sera autorisé à s'installer près de vous. » La nation Cherokee adressa une requête au pays tout entier, une supplique publique en faveur de la justice. Ce document revient sur leur histoire. Après la paix de 1783, les Cherokees formaient un peuple aussi indépendant que n'importe quel autre peuple de la terre. Ils avaient été les alliés de la Grande-Bretagne. Les États-Unis n'ont jamais assujetti les Cherokees. Au contraire, nos pères ont défendu leur pays, les armes à la main. En 1791, le traité de Holston a été signé. Les Cherokees acceptaient de se mettre sous la protection exclusive des États-Unis. Des terres furent également cédées aux États-Unis. En contrepartie, les États-Unis affirmaient qu'aucun chasseur blanc ne pourrait chasser sur nos terres, ni même y pénétrer sans un passeport. Ils garantissaient aussi solennellement toutes les terres que les Cherokees conservaient. La suite du texte proteste contre le déplacement. Nous savons que certains pensent que nous aurions intérêt à nous retirer au-delà du Mississippi. Nous pensons différemment. Notre peuple pense unanimement différemment. Nous souhaitons demeurer sur la terre de nos pères. Nous avons un droit originel absolu d'y demeurer éternellement sans subir de violence. Les traités que nous avons signés, les lois des États-Unis qui les accompagnent, garantissent notre présence et nos prérogatives et nous protègent contre les envahisseurs. Nous demandons seulement que ces traités soient respectés et ces lois appliquées. Pour finir, les Cherokees dépassent le simple cadre légal ou historique. Nous supplions ceux à qui ce texte est adressé de se souvenir de cette grande loi d'amour. Agissez envers autrui comme vous voudriez qu'il agisse envers vous. Nous les prions de se souvenir que, pour défendre ce principe, leurs aïeux furent chassés du vieux monde et que le vent de la persécution les poussa sur les grandes eaux et les conduisit sur les rives de ce nouveau monde, à l'époque où les Indiens en étaient les seuls seigneurs et maîtres. Qu'ils se souviennent également de la manière dont ils furent reçus par le sauvage d'Amérique, alors qu'il détenait tout le pouvoir et que rien ni personne ne pouvait s'opposer à sa force. Nous les pressons de garder à l'esprit que ceux-là même qui n'oseraient plus leur demander un peu d'eau fraîche et un bout de terre sont les descendants de ceux dont il est inutile de rappeler ici l'identité, premier occupant de l'Amérique du Nord, l'histoire et les traditions. Que tous ces faits leur reviennent en mémoire et ils ne pourront ni ne voudront, nous en sommes certains, refuser de se souvenir et sympathiser avec nous dans nos épreuves et dans nos souffrances. En guise de réponse, Jackson se contenta de rappeler, en décembre 1830, dans son second discours annuel au Congrès, que les Choctaws et les Chickasaws avaient déjà accepté de se retirer et qu'un rapide déplacement des autres profiterait à tous. Pour les Blancs, il installerait une population dense et civilisée sur de larges domaines dans un pays occupé jusqu'alors par une poignée de chasseurs sauvages. Quant aux Indiens, il les inciterait peut-être graduellement sous la protection du gouvernement et aidés de ses bons conseils à abandonner leurs coutumes sauvages et à devenir une communauté respectable, civilisée et chrétienne. En fait, il ressassait son thème familier,
Personne ne peut nourrir un sentiment plus amical que moi à l'égard des indigènes de ce pays. Cependant, la déferlante de la population et de la civilisation s'étend toujours plus à l'ouest, et nous nous proposons à présent d'acquérir les contrées occupées par l'homme rouge du sud et de l'ouest de la façon la plus équitable qui soit. La Géorgie vota une loi qui interdisait, sous peine de condamnation, l'installation des Blancs dans les territoires indiens sans autorisation de l'État. Au printemps 1831, après que les missionnaires blancs installés dans les territoires Cherokees eurent apporté leur soutien aux Indiens qui désiraient rester, la milice géorgienne pénétra dans les territoires indiens et arrêta 3 missionnaires, parmi lesquels Samuel Worcester. Ayant argué de leur qualité d'employés fédéraux, ils furent relâchés. Immédiatement, Jackson supprima l'emploi de Worcester. La milice revint l'été même pour arrêter 10 missionnaires et l'imprimeur blanc du Cherokee Phoenix. Ils furent frappés, enchaînés et contraints de faire 56 kilomètres en un seul jour pour rejoindre la prison du comté. Un jury les condamna et 9 d'entre eux furent libérés après avoir accepté de faire allégeance à la législation géorgienne. Samuel Worcester et Elizur Butler, qui continuaient de nier toute légitimité aux lois réprimant les Cherokees, furent condamnés à 4 ans de travaux forcés. Lors du jugement en appel devant la Cour suprême, le juge John Marshall déclara que la loi géorgienne au nom de laquelle Worcester avait été emprisonné violait le traité fédéral signé avec les Cherokees. Or ce traité, selon la Constitution américaine, s'imposait également aux États en tant que loi suprême de la nation. La Cour suprême ordonna donc que Worcester soit libéré. La Géorgie ignora cette décision, et le président Jackson refusa de la contraindre à l'appliquer. En Géorgie, on mit donc les terres Cherokees en vente et on confia à la milice la tâche de réprimer la moindre résistance de la part des populations indiennes. Celles-ci adoptèrent une politique de non-violence, bien que leurs propriétés eussent été saisies, leurs maisons brûlées, leurs écoles fermées, leurs femmes maltraitées, sans parler de l'alcool vendu au sein même de leurs églises afin de les rendre plus vulnérables encore. En 1832, l'année où Jackson déclarait la prééminence des droits des États concernant la question Cherokee, il niait à la Caroline du Sud le droit d'annuler une tarification douanière fédérale. Sa facile réélection, cette même année, 687 000 voix contre 530 000 à son adversaire Henry Clay, laisse penser que sa politique anti-indienne était en phase avec l'opinion publique, du moins parmi les hommes blancs qui avaient le droit de vote, quelques 2 millions sur une population totale de 13 millions. Jackson pouvait désormais accélérer le rythme du déplacement des Indiens. La plupart des Choctaws et certains Cherokees étaient déjà partis, mais il restait encore 22 000 Creeks en Alabama, 18 000 Cherokees en Géorgie et 5 000 Séminoles en Floride. Les Creeks avaient défendu leurs terres dès l'époque de Christophe Colomb contre les Espagnols, les Anglais, les Français et pour finir contre les Américains. En 1832, ils se retrouvaient pourtant confinés dans une petite partie de l'Alabama, tandis que la population globale de cet État s'élevait déjà à plus de 300 000 personnes. Prêtant foi aux promesses extravagantes du gouvernement fédéral, les délégués Creeks ratifièrent le traité de Washington et acceptèrent de se retirer au-delà du Mississippi. Ils abandonnaient ainsi quelques 2 millions d'hectares en échange de l'assurance que les 2/5 de cette superficie seraient redistribués à titre individuel à des Creeks qui pourraient alors soit les vendre, soit rester en Alabama sous protection fédérale. Van Avery écrit à propos de ce traité. Certes, l'interminable histoire des relations diplomatiques entre Indiens et Blancs n'avait jusqu'en 1832 jamais connu de traité qui n'ait été rompu par les Blancs, qu'ils aient été ou non solennellement agrémentés de formules telles que permanent, à jamais, pour toujours, ou aussi longtemps que le soleil brillera. Néanmoins, aucun accord entre les hommes blancs et les Indiens n'a été rompu aussi rapidement que ce traité de Washington de 1832. Quelques jours suffirent à trahir tous les engagements pris par les États-Unis. L'invasion des terres Creeks par les Blancs commença rapidement. Pillards, spéculateurs fonciers, escrocs, marchands de whisky, brutes en tout genre, expulsant des milliers de Creeks de leurs foyers vers les marais et les forêts. Le gouvernement fédéral ne bougea pas. En revanche, il négocia un nouveau traité
préconisant un rapide déplacement vers l'ouest organisé par les Creeks eux-mêmes et financé par le gouvernement. Un colonel de l'armée, assez sceptique sur les chances de réussite de cette opération, écrivait que les Indiens redoutaient la famine au cours du trajet. Pourrait-il d'ailleurs en être autrement, quand nombre d'entre eux meurent déjà actuellement de faim, sans pourtant être encore confrontés aux difficultés d'un long voyage? Vous ne pouvez pas vous faire une idée des privations que les Indiens ont eu à subir ces 2 ou 3 dernières années, passant d'une relative abondance à un état de nécessité et de misère inqualifiable. L'invasion non contrôlée de leur nation par les Blancs, la saisie de leurs terres, même celles qu'ils avaient cultivées, les violences commises sur leurs personnes, les foules de négociants qui, comme des parasites, ont dévoré leurs substances même et les ont saoulés de whisky ou ont détruit le peu de disposition à l'agriculture que les Indiens avaient pu montrer jusque-là. Ils sont rudoyés, menacés, abusés et déprimés, tant ils ont le sentiment de ne bénéficier d'aucune protection des États-Unis et de n'avoir aucun moyen de se défendre par eux-mêmes. La sympathie des politiciens du Nord pour les Indiens sembla à son tour s'évanouir dans la montée d'autres questions difficiles. Daniel Webster fit bien un discours inspiré devant le Sénat sur l'autorité de la loi et le pouvoir du gouvernement fédéral, mais cela ne concernait pas la situation des Indiens en Alabama ou en Géorgie. Il s'agissait de la multiplication des tarifs douaniers en Caroline du Sud. Malgré toutes ces difficultés, les Creeks refusaient de bouger. En 1836, les administrations des États concernés et le gouvernement fédéral décidèrent qu'ils devaient partir. Prétextant une agression commise par des Creeks désespérés sur des colons blancs, ils déclarèrent que la nation Creek, en se lançant dans une guerre, avait rompu le traité. L'armée devait à présent les contraindre à s'expatrier vers l'ouest. Moins d'une centaine de Creeks avaient pris part à cette guerre, mais un millier d'entre eux, craignant de probables représailles, s'étaient réfugiés dans les forêts. On envoya 11 000 hommes à leur poursuite. Les Creeks se rendirent sans combattre. L'armée, les jugeant rebelles ou sympathisants, les regroupa et enchaîna les hommes les uns aux autres. La longue marche vers l'ouest sous surveillance militaire commença, femmes et enfants suivant derrière. Les communautés Creeks furent investies par des détachements militaires, leurs habitants regroupés en des points de rassemblement et conduits vers l'ouest en groupes de 2 à 3 000 individus. Plus question bien sûr de les indemniser pour les terres et les biens qu'ils laissaient derrière eux. Des contrats furent passés avec des fournisseurs privés afin d'organiser cette procession comme cela avait été le cas pour les Choctaws. De nouveau le voyage prit du retard et les Indiens manquèrent de nourriture, d'abris, de vêtements, de couvertures et de suivi médical. De nouveau on emprunta de vieilles embarcations délabrées que l'on surchargea pour faire passer les Creeks sur l'autre rive du Mississippi. Au milieu de l'hiver, l'interminable procession trébuchante composée de plus de 15 000 Creeks se traîna lamentablement d'une frontière à l'autre de l'Arkansas. La privation et la maladie firent de nombreuses victimes. Le passage des exilés pouvait être identifié à distance par le hurlement des meutes de loups et par les nuages de vautours tournoyant dans le ciel, nous dit Van Avery. 800 Creeks avaient accepté de soutenir les États-Unis dans leur guerre contre les Séminoles de Floride en échange de la promesse que leur famille resterait en Alabama jusqu'à leur retour sous la protection du gouvernement fédéral. Cette promesse ne fut jamais tenue. Les familles Creeks, attaquées par des maraudeurs blancs avides de terre, subirent toutes sortes de violences. L'armée, sous prétexte d'assurer leur sécurité, les expulsa alors de leurs terres vers le camp de concentration de Mobile Bay. Des centaines de personnes y moururent de faim et de maladie. Lorsque les guerriers Creeks revinrent de la guerre contre les Séminoles, ils furent expulsés avec leurs familles vers l'ouest. En traversant la Nouvelle-Orléans, ils tombèrent victimes d'une épidémie de fièvre jaune. 611 d'entre eux traversèrent le Mississippi, entassés sur le Monmouth, un steamer hors d'âge. Le bateau coula et 311 personnes moururent noyées, dont les 4 enfants d'un chef Creek qui s'était porté volontaire contre les Séminoles de Floride. Un journal de la Nouvelle-Orléans affirme que la terrible responsabilité de ce gigantesque sacrifice de vie humaine retombe sur les fournisseurs. L'avarice, qui conduit à vouloir augmenter les profits de l'opération, a tout d'abord poussé à louer des bateaux pourris, vieux et totalement impropres à la navigation,
pour la simple raison qu'ils étaient moins chers. Puis pour plus de profit encore, les Indiens ont été entassés sur ces bateaux fous de telle manière qu'il semble évident que l'on n'a pas songé un instant à leur sécurité, leur confort, voire au respect minimal de la personne humaine. Les Choctaws et les Chickasaws avaient rapidement accepté de s'expatrier. Les Creeks étaient obstinés et on avait dû les y contraindre. Les Cherokees pratiquaient, quant à eux, une résistance passive. Seule la tribu séminole décida de combattre. La Floride appartenant désormais aux États-Unis, le territoire séminole avait été offert en pâture aux accapareurs. Ils arrivèrent au nord de la Floride à partir de Sainte-Augustine, puis de Pensacola, et le long de la fertile bande côtière. En 1823, une poignée de Séminoles signèrent le traité de Camp Moultrie en contrepartie de vastes étendues de terre dans le nord de la Floride, après avoir accepté que tous les Séminoles vivant au nord de la Floride et dans toutes les régions côtières soient déplacés vers l'intérieur, c'est-à-dire vers les terres marécageuses du centre de la Floride, où même les plantes et le gibier ne pouvaient pas survivre. La pression sur les Séminoles pour qu'ils abandonnent la Floride et se déplacent vers l'ouest s'accrut. En 1834, on réunit les chefs séminoles, et un agent du Bureau des Affaires indiennes leur annonça qu'ils devaient s'en aller. Voici quelques-unes des réactions séminoles devant cette injonction. Nous avons tous été créés par le même grand-père et nous sommes tous également ses fils. Nous venons tous de la même mère et nous avons tous été nourris à son sein. C'est pourquoi nous sommes frères, et en tant que frères nous devrions traiter ensemble de manière amicale. Votre discours est bon, mais mon peuple ne peut pas dire qu'il partira. Nous ne désirons pas partir. Si nos langues disent oui, nos cœurs crient non et nous traitent de menteurs. Si nous arrachons brusquement nos cœurs des foyers qu'ils ont toujours connus, les cordes de nos cœurs se briseront. L'agent des affaires indiennes s'arrangea néanmoins pour faire signer un traité de déplacement par une quinzaine de chefs et de sous-chefs indiens. Le Sénat le ratifia immédiatement et le département de la guerre commença à préparer la migration. Des violences entre Blancs et Séminoles éclatèrent aussitôt. Osceola, un jeune chef séminole qui avait été emprisonné et enchaîné par l'agent des affaires indiennes, Thompson, et dont la femme avait été réduite en esclavage, prit la tête du mouvement de résistance naissant. Lorsque Thompson, en 1835, ordonna aux Séminoles de se rassembler pour le voyage, personne ne vint. Au lieu de cela, les Indiens commencèrent une sorte de guérilla contre les populations blanches de la côte et sur les frontières de la Floride. Ils assassinaient des familles blanches, capturaient des esclaves et détruisaient les propriétés. Osceola, lui-même, lors d'une attaque éclair, tua Thompson et un lieutenant de l'armée américaine. Le même jour, le 28 décembre 1835, une colonne de 110 soldats fut attaquée par les Séminoles. Seuls 3 de ces soldats survécurent. L'un des survivants témoigna plus tard de l'événement. Il était 8 heures. J'ai entendu soudainement un coup de feu, suivi d'un tir de mousquet. Je n'ai pas eu le temps de me demander ce que cela signifiait que déjà une salve de quelques 1000 fusils était tirée sur notre front et le long de notre flanc gauche. Je pouvais seulement voir leurs têtes et leurs bras émerger des hautes herbes, tout près et plus loin ainsi que derrière les pins. C'était la tactique indienne habituelle contre un adversaire supérieur en armes. Le général George Washington avait donné un jour ce conseil pratique à l'un de ses officiers. « Général Sinclair, en 3 mots. Attention aux surprises. Encore et toujours. Attention aux surprises. » Le Congrès vota un budget pour mener cette guerre contre les Séminoles. Au Sénat, Henry Clay, délégué du Kentucky, s'y opposa. C'était un adversaire de Jackson qui dénonçait régulièrement la politique de déplacement des Indiens. Mais son collègue du parti Whig, Daniel Webster, fit montre de cette unité transpartie qui allait devenir le signe particulier de l'Amérique en guerre. Le point de vue du gentilhomme du Kentucky était indubitablement juste, mais la guerre fait rage. L'ennemi se présente en force et le récit de ses ravages est terrifiant. Le gouvernement exécutif a demandé les moyens de faire cesser ces hostilités et il était parfaitement normal que le décret soit voté. Le général Winfield Scott fut chargé de l'entreprise. Ses colonnes armées pénétrant en force dans le territoire séminole n'y trouvèrent personne.
Ils s'épuisèrent dans la boue, se dégoûtèrent des marécages, de la chaleur, de la maladie et de la faim, lassitude classique des armées combattant des populations sur leur propre terrain. Personne ne souhaitait affronter les Séminoles dans les marais de Floride. En 1836, 103 officiers délégués démissionnèrent de l'armée régulière, n'en laissant que 46 en poste. Au printemps 1837, le chef d'escadron, Jesup, se mit en marche avec une armée de 10 000 soldats, mais les Séminoles s'étaient évanouis dans les marais, n'en sortant que de temps à autre pour frapper des troupes isolées. La guerre dura des années. L'armée engagea d'autres Indiens pour combattre les Séminoles, mais cela ne réussit pas mieux. Van Avery prétend que l'adaptation des Séminoles à leur environnement n'avait d'égal que celle de la grue ou de l'alligator. Ce fut une guerre de 8 années qui coûta quelques 20 millions de dollars et la vie à 1500 Américains. Finalement, dans les années 1840, les Séminoles commencèrent à se lasser. Ils ne formaient qu'un petit groupe contre une nation gigantesque dotée de nombreuses ressources. Ils demandèrent des trêves, mais lorsqu'ils sortaient avec le drapeau blanc, ils étaient systématiquement arrêtés. En 1837, Osceola, qui s'était mis sous la protection du drapeau blanc, fut emprisonné et jeté en prison où il mourut dans les fers. La guerre s'épuisa d'elle-même. Pendant ce temps, les Cherokees n'avaient pas combattu les armes à la main mais résistaient à leur manière. Aussi le gouvernement fédéral commença-t-il à les dresser les uns contre les autres, stratégie classique. Les menaces se firent plus pressantes contre la communauté Cherokee. Ses journaux furent interdits, son gouvernement dissous, les missionnaires mis en prison et les terres éparpillées en petites parcelles. En 1834, 700 Cherokees, fatigués de lutter, se résignèrent à partir pour l'Ouest. 81 d'entre eux, dont 45 enfants, moururent en route, pour la plupart victimes de la rougeole et du choléra. Ceux qui survécurent arrivèrent à destination après avoir traversé le Mississippi au beau milieu d'une épidémie de choléra qui en tua plus de la moitié dans l'année. En 1836, les Cherokees furent sommés de signer un traité de déplacement à New Echota, Géorgie. Moins de 500 d'entre eux, sur une population globale de quelques 17 000, acceptèrent, mais le traité fut néanmoins signé. Le Sénat, y compris les représentants du Nord qui autrefois avaient soutenu les Indiens, le ratifia, prétextant, à l'exemple du sénateur Edward Everett du Massachusetts, la force des circonstances et la douloureuse nécessité. Dès lors, les Blancs de Géorgie redoublèrent d'agressivité à l'égard des Indiens afin d'en accélérer l'expulsion. Le gouvernement n'entreprit au début aucune action directe contre les Cherokees. En avril 1838, Ralph Waldo Emerson adressa une lettre ouverte au président Van Buren qui exprimait son indignation devant le traité de déplacement signé avec les Cherokees en l'absence d'une écrasante majorité d'entre eux et demandait ce qu'il était advenu du sens de la justice en Amérique. L'esprit de l'homme, la justice, la pitié qui est au plus profond du cœur de tous les hommes, du Maine à la Géorgie, lui ordonne d'aborer ce commerce. Un crime est projeté qui dépasse absolument notre entendement par son envergure même. Un crime qui nous prive, nous, en même temps que les Cherokees, d'un pays. En effet, comment peut-on qualifier de gouvernement la bande de conspirateurs qui s'apprête à écraser ces pauvres Indiens, et comment considérer comme nôtre cette terre 2 fois maudite par leur expulsion et leur imprécation? Vous-même, monsieur, allez couvrir d'infamie l'honorable siège sur lequel vous êtes assis, si votre sceau se fait l'instrument de cette perfidie. Et le nom de cette nation, jusqu'alors heureux synonyme de liberté et de religion, sera terni aux yeux du monde. 13 jours avant qu'Emerson ne lui envoie cette lettre, Martin Van Buren avait ordonné au chef d'escadron Winfield Scott de pénétrer dans le territoire Cherokee et d'utiliser les forces armées, si nécessaire, pour en expulser les habitants vers l'ouest. 5 régiments de l'armée régulière et 4000 miliciens et volontaires envahirent le territoire Cherokee. Le général Scott s'adressa aux Indiens en ces termes. « Cherokees, le président des États-Unis m'envoie avec ma puissance armée pour vous obliger, en application du traité de 1834, à rejoindre cette partie de votre peuple qui vit déjà dans la prospérité sur l'autre rive du Mississippi. La lune de mai est déjà sur son déclin, et avant qu'une autre lune soit passée, tout Cherokee, homme, femme ou enfant,
doit être sur le chemin qui le mènera vers ses frères, plus loin, vers l'ouest. Mes troupes occupent d'ores et déjà de nombreuses positions dans le pays que vous êtes sur le point d'abandonner, et des milliers d'autres soldats approchent de tous côtés pour rendre toute tentative de résistance ou d'évasion parfaitement vaine. Chefs, sages et guerriers, nous forcerez-vous par votre résistance à laisser parler les armes? Ce qu'à Dieu ne plaise. Ou tenterez-vous par la fuite de vous cacher dans les montagnes et les forêts, nous obligeant ainsi à vous pourchasser? Certains Cherokees avaient apparemment abandonné la non-violence. 3 chefs qui avaient signé le traité furent retrouvés morts. Mais les 17 000 Cherokees furent rapidement cernés et entassés dans des camps. Le 1er octobre 1838, le premier détachement se mit en marche pour ce qui allait rester dans l'histoire sous le nom de Chemin des larmes. Au fur et à mesure que les Indiens se dirigeaient vers l'ouest, ils commencèrent à mourir de maladie, de soif, de chaleur ou de froid. Il y avait 645 chariots, et une foule de gens marchaient à leur côté. Bien des années plus tard, des survivants ont raconté comment ils s'arrêtèrent sur la rive du Mississippi, au milieu de l'hiver, alors que le fleuve était presque gelé. Des centaines de malades et de mourants entassés dans les chariots ou étendus sur le sol. Grant Foreman, le plus haut responsable du déplacement des Indiens, estimait à quelque 4000 les Cherokees morts soit dans les baraquements, soit au cours de cette marche vers l'ouest. En décembre 1838, le président Van Buren s'adressait au Congrès. J'ai le très grand plaisir d'apprendre au Congrès le déplacement total de la nation indienne des Cherokees vers ces nouveaux territoires à l'ouest du Mississippi. Les mesures prises par le Congrès lors de sa dernière session ont eu les plus heureux résultats.